Bonjour tout le monde, nous sommes aux Grande Voix francophone, directement du Salon du Livre de Montréal, le plus grand événement francophone en Amérique du Nord sur le livre, tout le domaine du livre, l'idée de rencontrer des écrivains, des moments très privilégiés. Et j'ai avec moi un grand écrivain, Éric Ciblin. Bonjour chez nous. Bonjour, grand plaisir. Voilà. Et il est l'auteur Les Suites pour violoncelle. C'est un livre très intriguant, très mystérieux. Et j'ai passé de belles heures en la présence de ce livre. C'est Enquête d'un chef-d'œuvre baroque. C'est une traduction qui vient tout juste de paraître chez Fidesz. C'est une très belle traduction en français. Parce que le livre, à l'origine, il a été écrit en anglais, dans votre langue d'origine. Bien sûr. Et ça a été un best-seller. Donc, c'est un phénomène assez rare au Canada et même en Amérique que déjà un livre soit un grand best-seller. Il y a eu plusieurs prix. Donc, un livre qui a été honoré de plusieurs prix et qui est maintenant traduit en 15 langues. Une quinzaine de langues. Donc, c'est vraiment assez phénoménal. Alors, qu'est-ce qui, pour vous, contribue à ce succès-là? Disons, ces traductions, c'est l'intérêt, c'est l'engouement pour Bach, parce qu'il est question de Bach. Est-ce que c'est ça qui a contribué au succès de ce livre, le personnage lui-même et votre écriture? C'est difficile à dire. Je pense que c'est un mélange entre plusieurs choses. Cette livre-là, c'est une biographie, c'est deux biographies en fait. C'est l'histoire, c'est la politique, c'est l'amour, c'est la musique bien sûr. C'est aussi un roman policier dans un sens. Alors, ça ne tombe pas dans une autre catégorie conventionnellement. Ouais. Mais je pense que c'est un mélange de toutes ces choses et j'espère que ça marche comme ça. Oui. Et il y a aussi, bien sûr, la question de Jean-Sébastien Bach. Et oui. ça veut dire qu'il y a un intérêt universel au sujet de Bach et la musique de Bach. Alors, je pense que je suis chanceux dans le sens que j'ai choisi un sujet lié avec ce génie de la musique. Le génie de la musique. Vous avez tout à fait raison. Et vous-même, vous nous aidez à le redécouvrir, à aimer Bach à nouveau, parce que, bon, on connaît des aspects de Bach, mais j'en ai découvert de nombreux aspects, parce que on a l'impression que vous êtes une sorte de détective, on va sur vos traces, parce que vous-même, vous êtes sur les traces de Bach, à la recherche de ce grand personnage. Vous dites même que c'est un génie méconnu de son vivant. Alors, on trouve ça triste un peu, parce qu'on dit, mon Dieu, celui qui est joué un peu partout. Et ce qui est intéressant dans votre livre, il y a plusieurs trames, comme vous dites, la trame historique, la trame de vous-même, votre personnage, qui est une sorte de détective. Je dirais que vous faites une enquête très, très sérieuse et très fouillée pour redécouvrir notre Bach et une sorte d'hommage à cet homme de génie. Et déjà, vous nous mettez sur une piste. D'ailleurs, il y a plusieurs pistes, mais la première piste qui est celui qui, déjà au 19e siècle, en a parlé, a fait sa première biographie. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Au sujet de Pablo Casals? Oui, Pablo Casals, oui. Pablo c'est plutôt au 20e siècle, celui-là. Ouais. Mais il y a eu avant le premier biographe au 19e siècle qui a écrit la première biographie, qui a déifié Bach, qui l'a remis à l'honneur, mais c'est surtout, vous parlez surtout de Casals, donc on va aller tout de suite dans cette thématique. Oui, au sujet de Casals, c'est lui pendant le 19e siècle qui a découvert une partition de les suites. Casals a 13 ans à cette époque, c'était le 1890 quand il la découvre par hasard dans un magasin à Barcelone, une partition de les suites pour violoncelle seul. Et ce fut le choc de sa vie. Je pense qu'il a passé 12 ans en train d'étudier ces suites avant qu'il ait eu le courage de jouer une suite intégrale en public. Et ça marque vraiment le début moderne de cette musique-là. Comme vous dites, en 1901-1904 à peu près, exact. Une grande, en tout cas un événement majeur où plusieurs étaient présents. Je pense qu'il y avait un roi. Pas à ce moment-là. En fait, ça fait une des mystères parmi plusieurs dans le livre. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement le moment exact quand il a joué une suite intégrale en public. J'ai trouvé une date à Barcelone en 1901,
mais on n'a pas beaucoup d'informations sur ce sujet. On sait seulement qu'il a commencé à jouer ses suites en public et c'était assez radical pour cette période-là, parce que le violoncelle n'était pas, le piano, le violon, c'était un instrument plutôt de background. Et le fait que Bach a composé musique et 2 heures et demie de musique pour le violoncelle seul, ça aussi c'était très révolutionnaire. Et à ce moment-là, on parle du XVIIe siècle, le XVIIIe siècle. Bach est né dans le XVIIe siècle, mais il a composé la musique, on pense plus ou moins en 1720. Et à cette époque-là, c'était très très rare d'avoir musique principale pour le violoncelle seul. En fait, il n'y avait pas de précédent. Peut-être un cas en Italie, mais Bach n'était pas au courant de ça. On ne sait pas. Alors, oui, c'est très audacieux. C'est l'histoire de cet instrument. Tout à fait. Donc, c'est très audacieux, vous dites, de la part de Bach. Donc, il n'a pas été tellement connu ce morceau-là, mais il a été remis en valeur grâce à Casals, qui était une réputation internationale. Il faut se souvenir du fait que Bach n'était pas célèbre dans sa vie. Et c'est difficile à imaginer. Wow, imaginer, parce que Bach est dans le panthéon de la musique classique avec Beethoven et Mozart, mais durant sa vie, il n'était pas célèbre. Et c'était un mouvement très graduel. Et si on est un peu mystifié pourquoi les suites au violoncelle apprécient beaucoup de temps d'être en circulation et célèbre, ça fait partie de l'histoire de Bach même. Et ça a pris beaucoup de temps. En fait, Bach est mort en 1750 et son réputation a vraiment commencé de façon massive ou populaire en 1829 en fait, quand un jeune Félix Mendelssohn a organisé, a géré une performance de la Passion selon Saint Matthieu. Puis ça marque le début de ce qu'on appelle en anglais le Bach Revival. C'est le début de la réputation populaire de Bach. Mais c'est un autre siècle, plus ou moins, avant qu'on a vraiment entendu les suites pour violoncelle dans les salles d'audience, les salles de concert. Parce que c'était qu'un seul instrument. 4 cordes, un archet. Et 2 heures et demie de musique au violoncelle seul. Qui des fois a un aspect un peu funèbre, mais je pense pas que c'est même si c'est très populaire sur le circuit des funèbres et des moments mélancoliques, il y a beaucoup de la joie et beaucoup de la danse et beaucoup de l'ecstasy dans cette musique-là. Tout à fait. Oui, une sorte d'extase. Et vous dites que lui-même, l'interprète Casals, il a redonné de l'émotion aussi à ce morceau-là. C'est ce que vous dites. C'est intéressant parce que c'est un homme qui vient de l'Espagne, la Catalogne, qui a vraiment ressuscité, il a fait une résurrection, on peut dire, de la musique de Bach, qui était une Allemagne assez sévère, et j'avais vu la plage. Mais je pense que Casals a une touche d'or avec cette musique. Et il a donné un esprit, un élément de danse dans la musique, parce qu'en fait, ces anciens mouvements musicaux sont des anciennes danses européennes. Les allemandes, les courants, les sarabandes, les gigues, les minuettes, gavottes, etc. sont toutes des anciennes danses. Et dans les mains de Pablo Casals, on a cette impression que c'est vraiment, il y a un rythme très vital. Il y a une éloquence, il y a un drame aussi, un dramatisme dans la performance de Pablo Casals. Et ces gravures qu'il a fait pendant les années 36 à 39, n'a jamais quitté le catalogue. Et il reste une sorte de référence pour tous les violoncellistes qui essaient de jouer cet instrument. Même si les qualités de production sont plus faibles,
comme c'était enregistré pendant les années 30. Mais quand même, c'est comme un ancien testament de cette musique. Il y a une authenticité qui est très, très émouvante. Très émouvante. Et vous-même, d'ailleurs, je suis intriguée de savoir comment vous, Éric Ciblin, qui étiez journaliste à la Gazette, critique de la musique pop, comment vous avez rebondi pour vous retrouver à aimer finalement du Bach pour en faire un livre majeur? En fait, c'était par hasard. Je me suis trouvé à Toronto un soir, tout seul, sans projet. Je cherchais dans un journal pour quelque chose à faire et parmi mes options culturelles était justement une performance de ces suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach. Et pour des raisons qui m'échappent toujours, j'ai décidé d'y aller. Et c'était comme un coup de foudre musical. Oui, j'étais vraiment, c'était émouvante, j'étais renversé par la musique. J'entends toutes sortes de choses dans la musique, c'est pas juste la musique classique. J'ai entendu Louis XIV, mais Led Zeppelin, James Brown et James Bond. C'était pas juste Jean-Sébastien Bach. Il y avait toutes sortes de choses. C'est tellement riche la musique. Et ça me donnait l'idée tout de suite que peut-être il y a une histoire dans cette musique. Tout à fait. Parce que j'ai lu dans les notes de programme quelques mystères au sujet de la musique, le fait que ça a disparu avant que cette jeune violoncelliste, Pablo Casals, a découvert la musique, le fait que le manuscrit original de Bach a disparu. Il y a toutes sortes de mystères dans chaque suite. Exactement, oui. Alors, j'ai eu l'idée assez vite que peut-être il y a un livre. Il y a un livre là-dedans. J'ai beaucoup aimé l'idée qu'on peut trouver une histoire, un livre dans une pièce de musique. Exactement. Oui, comme dit, il y a tout un livre à écrire dans une seule pièce de musique. Et j'essaie de faire un livre qui est un peu un miroir de la musique, dans le sens qu'au lieu d'avoir les chapitres 1, 2, 3, 5, etc., à 36, ça reflète la musique. Ça veut dire qu'il y a 6 suites. Et chaque suite a 6 mouvements. Alors le livre commence avec le suite numéro 1, le prélude, allemand, courant, sarabande, etc., deuxième suite. Et comme ça, c'est très fidèle à la musique. À la musique, oui, tout à fait. Donc, vous avez suivi ces mouvements-là. C'est ça qui est intéressant dans la structure même du roman, parce qu'habituellement, c'est une structure plus traditionnelle. Donc, c'est vraiment très mystérieux et intriguant. Voilà. Donc, avec Éric Ciblin, les suites pour violoncelle seul. Et à la toute fin aussi, vous continuez dans l'intrigue et dans le mystère, parce que vous parlez du manuscrit original des suites. On a parlé du fils aîné de Bach. Bon, vous dites que, voilà. Bach était un peu mystérieux aussi. Mystérieux. Il est un peu comme Shakespeare, dans le sens qu'il connaît très bien ses œuvres, mais l'homme devient un mystère. Oui, l'homme est un mystère. Oui, il a une réputation d'être un homme un peu ennuyant, peut-être. Pas un Mozart ou un Beethoven. Un homme religieux qui a eu une vingtaine d'enfants, qui n'a pas voyagé beaucoup. Mais en fait, je ne pense pas que c'est le cas. J'ai trouvé que la vie de Bach est assez intéressante. Très fascinant. Il a passé un peu de temps en prison. Il a eu une bagarre avec un autre musicien. Sa première femme est décédée prématurément. Il a tombé en amour plus tard avec une jeune chanteuse. Il a rencontré une des grandes dirigeants du XVIIIe siècle en Europe, Frédéric le Grand. Alors, c'était pas si plate que ça, la vie de Bach. Beaucoup d'intrigues, beaucoup d'intrigues, de labyrinthes dans lesquels vous nous faites mais quand même, c'était une quête, toujours. Oui, une Qui quête. est Bach? Qui est Bach? Et même, on le lit, on est intrigué de le lire jusqu'à la fin. Et justement, vous nous tenez en haleine